Imaginez un empire mondial né dans une simple mare de boue. Leurs immenses machines rouges construisaient le monde entier. Ce nom français était une légende absolue dans plus de 180 pays. Et puis, le silence. Ce géant a été méthodiquement effacé de l'histoire. Le rouge a été recouvert, le nom a totalement disparu. Comment le numéro 1 mondial a-t-il pu s'évaporer ainsi? Restez jusqu'à la fin, car la chute de ce titan cache un véritable assassinat industriel. Avant de plonger dans les secrets de cette chute, prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez. J'adore toujours découvrir d'où viennent mes spectateurs. Installez-vous confortablement et regardez bien jusqu'à la toute fin, car la véritable histoire de cet effacement va vous surprendre. Il existe aujourd'hui, au croisement des anciennes chaussées romaines, à une quarantaine de kilomètres au nord-est de Paris, un bâtiment d'apparence banale. Derrière ses vitres et sa trame métallique, des sociétés de conseil, d'informatique et de marketing louent de petits espaces de travail climatisés. Pour 164 € par mois, on vous y offre le Wi-Fi, une machine à café et un silence stérile. Mais ce silence est un mensonge. Si l'on tend l'oreille, si l'on gratte la surface lisse de ce centre d'affaires du Plessis-Belleville, on peut encore entendre le fracas assourdissant de l'acier, le grondement sourd des moteurs et les pas de 10 000 hommes. C'est ici, sur ce sol précis, que s'élevait le cœur battant du numéro 1 mondial. Un géant absolu. Il y a 50 ans, ce lieu n'était pas un simple bureau anonyme. C'était l'épicentre d'un empire industriel tentaculaire qui exportait dans 180 pays. Leurs machines rouges creusaient les fondations de la France moderne, bâtissaient les autoroutes allemandes, extrayaient le minerai des terres australiennes et perçaient les sables du Moyen-Orient. La domination était si écrasante qu'en Arabie saoudite, on ne prononçait même plus le mot pelleteuse ou excavatrice. On disait simplement leur nom. Un nom propre devenu un nom commun, la consécration ultime qu'une marque puisse espérer. Puis, l'impensable s'est produit. Le géant a vacillé. Le nom a été méthodiquement effacé de chaque machine, de chaque catalogue, de chaque mémoire officielle. La couleur est passée d'un rouge sang éclatant à un jaune étranger. Comment un titan qui dictait sa loi au monde entier s'évapore-t-il ainsi? Comment aurait-on de la carte une fierté nationale? Pour comprendre cette tragédie industrielle, pour saisir l'anatomie de cette chute vertigineuse, il ne faut pas chercher dans les salles de marché, ni dans les ministères parisiens. Il faut plonger les mains dans la terre. Il faut retourner au début du XXe siècle, dans ces plaines froides de l'Oise où le vent balait les champs de betteraves, de blé et de lin après la moisson. Rien ne destinait ce bourg agricole brumeux à devenir le centre d'une révolution mécanique mondiale. Rien, si ce n'est l'obstination farouche d'un seul homme. Oubliez l'image classique du grand patron d'industrie siégeant en costume sur mesure. L'homme qui a bâti cet empire portait des bottes lourdes de boue. Il s'appelait Georges Bataille. Issu d'une lignée de paysans picards enracinés dans ces terres depuis plus d'un siècle, il connaissait la morsure du froid d'octobre et le poids écrasant des récoltes. Il n'avait que 17 ans lorsqu'il préparait son diplôme d'ingénieur agronome, un pont rare à l'époque entre le savoir intellectuel et la sueur du labeur. Mais en août 1914, le fracas du monde a brutalement interrompu ses calculs. Versé dans la cavalerie, Georges a connu l'horreur indicible et la boue sanglante des tranchées de la Somme et de la Marne. Ces mêmes terres qu'il labourait autrefois avec ses chevaux de trait étaient devenues un charnier immense. Il y a survécu. Démobilisé en 1919, à 22 ans, la poitrine ornée de la croix de guerre, il est rentré chez lui avec ce silence lourd et digne, propre aux hommes qui ont vu l'abîme et qui choisissent de se taire. Il a repris la ferme familiale, juste en face de la petite église du village. 30 employés, des chevaux, de la terre à perte de vue. Mais l'homme avait changé. L'expérience de la guerre et sa formation d'ingénieur avaient forgé en lui une intolérance absolue à l'inefficacité. En observant la souffrance physique de ses ouvriers agricoles et les pannes incessantes des premiers tracteurs capricieux qui exigeaient des réparations quotidiennes, une irritation sourde a commencé à grandir en lui. Dans son esprit pragmatique, cette frustration n'allait pas tarder à se muer en une obsession dévorante. L'étincelle de ce qui allait devenir un empire mondial n'a pas jailli dans un laboratoire aseptisé, mais dans la graisse, le cambouis et la volonté farouche de soulager la peine des hommes. Les dimanches de Georges Bataille ne ressemblaient à ceux de personne d'autre au village. Alors que la campagne se reposait, il disparaissait sous le ventre de ferraille des tracteurs de l'époque. Ces machines, des monocylindres lourds et capricieux, tombaient en panne avec une régularité qui exaspérait son esprit de calcul. Ses mains couvertes de cambouis, il réparait d'abord son propre matériel, puis celui de ses voisins. Sa réputation a rapidement franchi les limites du canton. Il était devenu l'homme qui voyait dans une mécanique défaillante la machine parfaite qu'elle devrait être. C'est ce Dora qui a attiré à lui Antoine Léger, un mécanicien du cru aux mains d'or.
Le 1er mai 1927, les deux hommes unissent leurs forces dans un modeste hangar pour fonder les ateliers Bataille et Léger. Leur ambition n'est alors que de soulager le quotidien des fermes environnantes. Mais le destin a la main lourde. 2 ans plus tard, Antoine Léger meurt brutalement. Le silence retombe sur l'atelier. Georges se retrouve seul, amputé de son complice, mais son obstination refuse de céder. Il décide de déménager l'atelier juste en face de sa ferme, sur un terrain singulier. Il n'y a là qu'une vieille mare boueuse, dégageant l'odeur âcre et nauséabonde de la fermentation végétale. C'est dans cette eau stagnante que les paysans venaient tremper les tiges de lin pour en détacher les fibres, une opération lente appelée le rouissage. En patois picard, cette mare s'appelait tout simplement la poque à lin. Aujourd'hui, les multinationales dépensent des fortunes en agences de communication parisiennes pour concevoir des noms de marques aseptisées. Georges Bataille, lui, a puisé dans la boue de sa terre. En décembre 1930, de la contraction de ces mots ruraux naît officiellement son entreprise. Un nom forgé dans la vase et les effluves agricoles, qui finira par résonner avec majesté sur les chantiers de tous les continents. Pourtant, dans l'esprit du paysan ingénieur, le véritable ennemi n'a jamais été la simple panne de moteur. En regardant par la fenêtre de son atelier lors des froids matins d'octobre, il voyait le véritable drame de la campagne. Des hommes debout dans la boue glaciale, chargeant à la force des bras et à la fourche des centaines de kilos de betteraves sucrières. Il voyait les dos se briser, les échines se courber définitivement saison après saison, les corps s'user bien avant l'âge. Bataille, qui connaissait les prénoms de ses ouvriers et ceux de leurs enfants, a ressenti une indignation profonde, presque viscérale. Il s'est fait une promesse silencieuse. La machine qui prendrait ce fardeau sur ses épaules d'acier existerait, et c'est lui qui la forgerait. Ses premiers brevets, déposés en 1932, adaptaient des chenilles sur des remorques pour éviter qu'elles ne s'enfoncent dans la terre fraîchement labourée. L'intelligence mécanique se mettait enfin au service de la chair. Les années 30 ont vu l'atelier grandir avec une patience paysanne, produisant des chariots ingénieux qui ne s'embourbaient jamais. Mais en 1939, le fracas des armes a de nouveau balayé les champs de l'Oise. L'armée allemande a occupé le village et les ateliers. Face à l'occupant, l'ancien combattant des tranchées n'a pas scié. Il a opposé le silence têtu de ceux qui ont déjà regardé la mort en face. L'acier manquait cruellement, les pneus étaient introuvables, les bras manquaient à l'appel. Bataille à bricoler, récupérer, démonter des épaves pour réparer d'autres machines, maintenant son activité en vie à la seule force de sa volonté. Il a tenu bon. Il a attendu son heure dans l'ombre. Et quand le vent de la libération a soufflé sur la Picardie en août 1944, l'atelier était toujours là, debout au milieu des ruines de l'Europe, prêt à écrire le chapitre le plus fulgurant de son histoire. La guerre est finie et la France, exsangue, pense et plaît tout en rêvant de modernité. Les routes sont à refaire, les ponts à reconstruire. Dans la cour de l'atelier, Georges Bataille n'est plus ce visionnaire solitaire. Ses fils, de brillants ingénieurs, l'ont rejoint. Pourtant, un spectre hante encore le patriarche. Si ces remorques ont su mécaniser le transport, le chargement, lui, reste une torture archaïque. Dans les champs gorgés d'eau de la Picardie, des hommes continuent d'enfoncer leurs fourches dans le fumier et les tas de betteraves, soulevant à la force des reins un poids mort qui les rapproche un peu plus du sol chaque année. L'obsession de la machine qui viendrait remplacer la douleur humaine reste entière. Comment animer un bras d'acier avec la souplesse et la force d'un bras de chair? La légende raconte que la révélation a traversé l'Atlantique, glissé entre les pages d'une modeste revue technique américaine. Les yeux de l'ancien paysan s'arrêtent sur un article décrivant les premières applications industrielles des vérins hydrauliques. C'est une illumination. Là où le monde entier s'échine encore avec des treuils capricieux, des câbles dangereux et des chaînes lourdes, l'hydraulique haute pression promet un miracle fluide. Un volume d'huile minime, propulsé par une pompe, peut transmettre une force colossale à travers de simples tuyaux pour faire monter, pivoter et plonger une structure articulée. L'idée est d'une pureté absolue, mais sa réalisation tiendra du calvaire. À partir de 1949, l'atelier se transforme en laboratoire. Pendant 2 années de travail acharné, on essuie les plâtres d'une technologie balbutiante. Les tuyauteries cèdent, les joints explosent, les fluides fuient sous la pression. Mais l'acharnement picard finit par payer. Par un frais matin d'octobre 1951, le silence se fait dans l'atelier. Au centre de la pièce trône une machine d'apparence presque frêle, montée sur un essieu à 2 roues et conçue pour être attachée derrière un tracteur dont elle emprunte la force motrice. C'est la toute première pelle au monde entièrement actionnée par un système hydraulique. Fièrement, Georges Bataille la baptise l'hydropelle. Dans son esprit, ce modèle, nommé Tu, est l'aboutissement de son rêve agricole, la parfaite chargeuse à fumier pour le fermier. Quelques semaines plus tard, l'invention est présentée au salon de la machine agricole.
C'est ici, au milieu des bêtes de concours et des botteleuses, que le destin d'une nation va basculer sur l'intuition fulgurante d'un inconnu, un exploitant de carrière flâne dans les allées. Son regard croise l'hydropelle. En une fraction de seconde, cet homme dont l'histoire a injustement oublié le nom fait abstraction des betteraves et du fumier. Dans ce vérin et cette géométrie d'acier, il voit la roche exploser, le gravier arraché, les tranchées éventrées. Il comprend que ce petit bras articulé peut creuser les fondations d'un monde nouveau 10 fois plus vite que ce pesante pelle à câble. Il achète la machine sur le champ. Lorsqu'il revient quelque temps après avec une liste d'améliorations techniques, les ingénieurs de la famille comprennent le message. Le verdict est sans appel. L'outil ne retournera pas à la ferme. Ce godet, initialement forgé pour épargner le dos des paysans de l'Oise, vient de trouver sa véritable vocation. Il va terrasser les autoroutes, creuser les ports, édifier les barrages alpins et bâtir les centrales nucléaires. En un clin d'œil, le constructeur de matériel agricole vient de muter en un titan des travaux publics, prêt à sculpter les 30 glorieuses. À la fin des années 50, l'essor fulgurant de la pelle hydraulique se heurte soudainement à un mur de verre invisible, une limite technique exaspérante qui menace de briser l'élan de l'entreprise. Sur les chantiers frénétiques de la reconstruction, où chaque minute vaut de l'or, les engins souffrent d'un handicap majeur. Leur tourelle, actionnée par de simples vérins, ne peut pivoter que sur un angle d'environ 300 degrés. Impossible de tourner complètement sur elle-même. Le conducteur est ainsi condamné à de perpétuelles manœuvres de repositionnement, un mouvement saccadé de va-et-vient qui fait perdre un temps précieux, use les mécaniques et bride la productivité globale. Tant que ce verrou mécanique ne sautera pas, la suprématie des antiques et pesantes pelles à câble ne pourra être totalement anéantie pour les grands terrassements. Les meilleurs ingénieurs du pays s'y cassent les dents les uns après les autres. C'est à cet instant critique que le troisième fils de la famille, Claude Bataille, entre en scène. Claude est un hydraulicien pur, un homme de l'ombre, infiniment discret, dont le visage n'apparaîtra jamais à la une des magazines économiques de l'époque. Pourtant, dans le silence studieux de son bureau d'études, il va forger la clé de la domination mondiale. En 1958, après des mois de calculs et de tests, il résout l'insoluble équation en inventant le moteur hydraulique à piston radio-ACAM, sobrement baptisé la génération zéro. C'est une merveille d'ingénierie, un moteur à basse vitesse et à fort couple qui affranchit définitivement la tourelle de ses chaînes. Désormais, la pelle peut pivoter à 360 degrés, indéfiniment, sans la moindre butée. Elle peut mordre la terre d'un côté, virevolter et décharger la roche de l'autre dans un balai fluide, continu et majestueux. Ce brevet magistral offre à l'entreprise familiale une avance technologique foudroyante, une suprématie que la concurrence mettra des décennies à rattraper. Il ne manquait plus qu'un écrin à la hauteur de ce joyau mécanique. En 1961, pour célébrer le 10e anniversaire de la première hydropelle, l'usine s'apprête à lancer un nouveau modèle, la légendaire TY45. Une machine singulière, campée sur un audacieux châssis tricycle lui offrant une maniabilité redoutable. Mais la direction prend une décision inouïe pour ce secteur brut, utilitaire et poussiéreux. Au lieu de se contenter d'assembler des tôles d'acier anguleuses, elle confie l'esthétique de la machine à une agence de design industriel parisienne. Le résultat provoque un choc d'une violence esthétique totale. La machine arbore des formes arrondies, fluides, avec un capotage enveloppant et harmonieux. Devant ce prototype aux courbes presque trop douces, le vieux patriarche Georges Bataille lâche une sentence lapidaire. Restée gravée dans les mémoires, elle est moche, elle ne me plaît pas. L'histoire industrielle, cruelle et magnifique, lui donnera magistralement tort. Pour parachever ce chef-d'œuvre de métal, il fallait une identité visuelle inoubliable, une couleur qui claquerait comme un étendard sur le gris des chantiers. Ce sera un rouge profond, charnel, presque cardinalis, répertorié dans les nuanciers industriels sous la stricte référence 3123. Associé au gris froid de son bras articulé, ce rouge va littéralement engloutir le paysage. Des falaises battues par les vents de la Bretagne jusqu'aux carrières brûlantes du sud, en passant par les interminables rubans d'asphalte des autoroutes en construction, il devenait impossible de traverser la France sans croiser l'une de ces sentinelles mécaniques. Pour un entrepreneur de travaux publics, posséder une excavatrice de cette teinte n'était plus un simple investissement. C'était une déclaration d'excellence, la preuve éclatante de sa modernité. La TY45 allait s'écouler à des dizaines de milliers d'exemplaires. Le rouge 3123 n'était plus seulement une peinture anticorrosion. C'était le blason d'une nation triomphante, la couleur viscérale d'un pays qui sculptait son avenir à coups de godet. Les années 60 s'ouvrent sur un vertige absolu. Il est difficile aujourd'hui de concevoir l'anomalie économique et géographique que représentait cet empire en pleine explosion. Imaginez un modeste bourg picard de 1500 âmes, perdu au milieu d'immenses champs de betteraves,
qui dicte soudainement sa loi à l'industrie lourde de la planète entière. L'illusion de l'invincibilité prend racine ici, dans cette croissance effrénée qui semble balayer toutes les règles de la prudence financière. En 1967, le patriarche passe le relais. Pierre Bataille succède officiellement à son père Georges à la tête de l'entreprise. Ce passage de flambeau marque un changement d'air radical. Si le père possédait l'instinct génial et les mains calleuses de l'inventeur obstiné, le fils, lui, a l'esprit affûté et la vision mathématique du stratège de haut vol. Sous l'impulsion implacable de Pierre, la cadence de l'expansion devient frénétique, presque irréelle pour une société aux capitaux purement familiaux. En l'espace d'une décennie, l'entreprise mute. De brillante exportatrice nationale, elle se transforme en une pieuvre multinationale, dont les tentacules enlacent le globe. Les filiales éclosent à un rythme qui donne le tournis aux banquiers. D'abord l'Europe de la reconstruction, avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie. Puis, très vite, les océans sont franchis avec une assurance déconcertante. Le rouge éclatant débarque au Brésil, s'implante massivement au Mexique, gagne les États-Unis et pose ses chenilles sur les terres arides de l'Australie. Une licence de fabrication est même cédée au Japon, un geste de confiance absolue qui ensemence au passage et qui deviendra, plus tard, sa propre concurrence mortelle. Sur les 5 continents, le soleil ne se couche littéralement plus sur les excavatrices picardes. Le village du Plessis-Belleville subit alors une métamorphose sidérante. Chaque matin à l'aube, des flottes ininterrompues d'autocars sillonnent les routes de campagne dans le brouillard pour déverser des milliers d'ouvriers. Le gigantesque parking de l'usine compte bientôt plus de places asphaltées que le village ne compte d'habitants. Lors des grandioses journées internationales organisées chaque année, l'irréel devient le quotidien. Des délégations d'acheteurs saoudiens en tenue traditionnelle, des magnats allemands des travaux publics et des entrepreneurs sud-américains atterrissent en France et convergent vers ce minuscule point sur la carte. Ils foulent la terre picarde avec la même révérence que s'ils visitaient la City de Londres. La France a trouvé son champion incontesté, et il dicte sa loi bien loin des ors de la capitale. Le couronnement de cette folie des grandeurs survient à l'aube de la décennie suivante, en 1970, avec la révélation d'un véritable monstre d'acier, l'AEC 1000. C'est la plus grosse pelle hydraulique jamais construite au monde. Un titan terrifiant de plus de 140 tonnes, propulsé par près de 1000 chevaux crachant leur puissance vers le ciel. Conçue pour rivaliser avec les engins colossaux dans les titanesques mines à ciel ouvert, elle est une démonstration de force brutale, une claque magistrale infligée à tous les concurrents de la planète. L'audace technique ne connaît plus aucune limite. À cet instant précis, l'Empire atteint son zénith. L'usine inonde 180 pays de ses machines rutilantes. Elle s'arroge plus de la moitié du marché national, fait purement hallucinant, contrôle un quart du marché mondial à elle seule. Une machine sur 4 vendue sur la terre a été pensée par les fils d'un paysan français. Depuis les vastes baies vitrées du bureau d'études, l'horizon semble dégagé pour l'éternité. Mais l'air est rare sur les sommets. Grisé par cette suprématie totale, enivré par le fracas triomphal des usines qui tournent à plein régime, les dirigeants se croient invulnérables. Debout sur le toit du monde, aveuglés par leur propre lumière, ils ne voient pas la tempête silencieuse qui commence déjà à se lever au loin. Pour saisir l'âme véritable de cette épopée, il faut fermer les yeux sur les statistiques vertigineuses, les bilans comptables et les parts de marché. Une usine de cette envergure n'est jamais un concept financier abstrait. C'est un organisme géant, brûlant, palpant et vivant. C'est un cœur d'acier qui bat au rythme frénétique des 3-8, exhalant une haleine âpre de métal chaud et de sueur. Au milieu des années 70, franchir les immenses portails de l'usine principale de Crépion-Valois à l'Aube, c'était pénétrer dans les entrailles d'une bête colossale. L'immersion totale commençait par le bruit. Non pas le vacarme chaotique d'une forge infernale, mais la symphonie agressive de la mécanique de précision. Le sifflement strident et ininterrompu des tours arrachant les copeaux de fer, le claquement lourd et cadencé des colossales presses hydrauliques, et par-dessus tout, ce son sec, reconnaissable entre mille, le choc sourd d'un loup godet qui frappe violemment la terre sur l'air d'essai extérieur. Et puis, il y avait l'odeur. Une fragrance industrielle indélébile, absolue, celle de l'huile hydraulique minérale. Ce fluide jaune clair, légèrement visqueux, ne se contentait pas de faire fonctionner les vérins. Ces effluves saturaient l'air, imprégnaient les murs de briques et se gravaient jusque dans les fibres tressées des bleus de travail. Cette odeur collait si intimement à la peau qu'aucune lessive au monde ne parvenait jamais à l'effacer totalement. Des décennies plus tard, les anciens affirment encore pouvoir la reconnaître au premier souffle comme une madeleine mémorielle trempée dans le pétrole raffiné. Ce vêtement de coton épais, taché de graisse, n'était d'ailleurs pas un simple habit de protection. Il était l'uniforme non officiel d'une armée redoutable marchant en temps de paix. Sous ce coton sombre, la sociologie de l'entreprise dessinait une fresque humaine poignante.
Ces cathédrales de tôle n'avaient pas été érigées dans les vieux bastions industriels du Nord, pétris de luttes syndicales centenaires. Elles avaient poussé directement sur la terre agricole. Les hommes qui s'y pressaient dès 5 heures du matin étaient d'abord des fils de paysans. Pour eux, le passage direct de la charrue à la fraiseuse de précision s'était opéré en une fulgurance temporelle. À ces picards taiseux s'étaient mêlés, vague après vague, des mains rudes venues de beaucoup plus loin. Des exilés fuyant l'Espagne, des ouvriers polonais, portugais ou maghrébins, venus offrir leurs bras pour soutenir la cadence infernale des carnets de commandes. L'intégration ne passait pas par de longs discours. Elle se forgeait dans la moiteur du vestiaire commun et s'évaluait à la noblesse du labeur accompli. Dans l'atelier, un homme valait la qualité de son cordon de soudure. Un arc électrique maîtrisé offrant une ligne profonde, régulière et sans la moindre porosité, garantissait qu'une machine résisterait 20 ans aux tortures des carrières du bout du monde. La soudure parfaite était leur véritable langue maternelle. La toute-puissance de ce mastodonte reposait enfin sur une alchimie rarissime entre ceux qui concevaient et ceux qui fabriquaient. Dans l'industrie classique, un mur de glace sépare souvent l'intellectuel du manuel. Ici, ce mur n'existait tout simplement pas. Entre les vastes plateaux vitrés du bureau d'études et le sol rugueux des chaînes d'assemblage, il n'y avait qu'un simple escalier métallique, inlassablement emprunté dans les deux sens. Les ingénieurs descendaient sur la ligne pour confronter la pureté mathématique de leur plan à l'intransigeance brutale de l'acier. Inversement, le mécanicien ou le conducteur d'essai, cet artisan virtuose capable d'auditer la santé d'un moteur rien qu'en écoutant son murmure, montait au bureau pour corriger une erreur. La pensée savante et la matière brute dialoguaient sans aucun filtre. C'est de ce respect viscéral, de cette certitude qu'un fragment de leur âme partait à la conquête de la planète avec chaque machine, que naissait leur invincible fierté. L'année 1974 marque l'apogée spectaculaire de cette prodigieuse épopée. Poquelin se dresse, majestueuse, sur le toit du monde industriel. L'entreprise rassemble désormais plus de 10 270 collaborateurs dévoués. Sa gamme propose 15 modèles d'une perfection redoutable. L'Oscar de l'exportation brille, éclatant de prestige, dans la vitrine du hall d'entrée. Lors du lancement de cette nouvelle flotte de machines, les coupes de champagne tintent gaiement. Les applaudissements fusent. Les discours s'enchaînent avec la rhétorique enflammée des vainqueurs. Les carnets de commandes débordent. Et pourtant, debout sur ce sommet, baignant dans la lumière aveuglante du succès, la direction regarde un paysage trompeur. Car sous cette opulence apparente, dans les recoins obscurs des tableaux d'amortissement et des projections stratégiques, 3 poisons silencieux se sont déjà infiltrés dans le sang du colosse. Le premier de ces venins a été distillé par l'orgueil, un attachement sentimental profond, presque irrationnel, au nom et à l'héritage. L'expansion foudroyante des années précédentes, avec ses inaugurations d'usines en cascade, ses nouvelles licences mondiales et ses filiales florissantes, avait un coût abyssal. Pour financer cette gigantesque machinerie, la famille Bataille s'était entêtée. Farouchement jalouse de son indépendance, elle avait toujours refusé d'ouvrir le capital de l'entreprise à de grands investisseurs extérieurs. Diluer les actions, laisser des financiers en costume, des inconnus sans aucun lien avec la terre picarde, siéger au conseil d'administration fondé par le père, c'était une idée insupportable, une trahison intime. Les Batailles préféraient s'endetter lourdement auprès des banques, contractant des crédits faramineux. Ce choix, dicté par la fierté filiale et la sauvegarde patrimoniale, allait se révéler d'une toxicité foudroyante. L'entreprise avançait ce stéroïde financier, bâtissant un empire mondial sur des fondations papier, suspendu au-dessus d'un gouffre de dettes colossales. Le second poison est une anomalie terrifiante sur la carte des conquêtes. Le rouge flamboyait partout, de l'Europe jusqu'au sable du golfe Persique, en passant par les mines de l'hémisphère sud. Partout, sauf sur le plus vaste marché de la planète. Aux États-Unis, Poquelin ne pesait qu'un dérisoire et tragique 6% de part de marché. L'Amérique, cet Eldorado immense, résistait farouchement aux assauts de la machine française. C'était un immense trou noir béant au cœur de leur stratégie globale. Ce vide allait se payer très cher, car l'absence de ces profondeurs stratégiques privait l'entreprise d'un coussin d'amortissement en cas de tempête économique globale. Et de ce trou noir a jailli le troisième poison, le plus létal d'entre tous. L'insistance insolente du succès français a fini par réveiller les léviathans endormis. Depuis la ville de Peoria, dans l'Illinois, l'immense conglomérat américain Caterpillar, adossé à ses milliards de dollars de réserve et à son immense filet de sécurité intérieure, observait avec attention. Ce géant, dont la couleur emblématique était le jaune, n'avait pas jugé utile de se pencher sur l'hydraulique. Jusqu'à aujourd'hui. En 1972, il annonce brusquement son entrée sur le marché des pelles hydrauliques. Derrière lui,
Toute une meute de constructeurs aux moyens colossaux, américains comme japonais, s'apprête à déferler avec une sauvagerie inouïe. Le géant jaune a verrouillé sa cible. Il est patient, il est immensément riche, et il attend simplement que le roi rouge, épuisé par l'effort de sa propre croissance, finisse par trébucher pour le dévorer vivant. En octobre 1973, le fracas des armes résonne au Moyen-Orient. La guerre du Kippour embrase le Sinaï et le plateau du Golan. À première vue, cet affrontement lointain n'a rien à voir avec les ingénieurs et les ouvriers qui pointent chaque matin à l'usine de Crépy-en-Valois. Pourtant, l'onde de choc va traverser les continents à la vitesse de l'éclair et venir percuter le constructeur Picard de plein fouet. En représailles, les pays producteurs de pétrole décrètent un embargo implacable. Le prix du baril de brut quadruple en l'espace de quelques mois. Le monde entier bascule d'un coup dans une nouvelle ère et les certitudes forgées durant les 30 glorieuses volent en éclats. L'industrie des travaux publics est une bête dévorante qui se nourrit de deux éléments vitaux, le carburant pour faire tourner les moteurs et le crédit pour financer les chantiers. Du jour au lendemain, ces deux fluides se tarissent. Sur les chantiers du monde entier, des autoroutes françaises aux barrages sud-américains, le silence tombe. Les grands projets d'infrastructure sont stoppés net. Les carnets de commandes, autrefois noircis d'achats anticipés, se figent brutalement. Les concessionnaires, la peur au ventre, annulent leurs réservations. Les magnifiques pelles rouges, fraîchement sorties des lignes d'assemblage, ne partent plus vers les ports d'exportation. Elles s'alignent par centaines, immobiles sous la pluie d'automne, dans les cours des usines de l'Oise. C'est à cet instant d'une précision diabolique que le destin choisit d'abattre sa carte la plus cruelle. Pour répondre aux critiques de la concurrence et asseoir sa domination, l'entreprise avait planifié le lancement pharaonique d'une toute nouvelle gamme de 15 modèles. Des machines d'une sophistication redoutable, censées écraser le marché. Mais commercialiser une nouvelle flotte exige un timing parfait. Il faut écouler les anciens modèles tout en rodant les nouveaux sur le terrain. L'effondrement économique transforme cette transition en un cauchemar logistique. Les concessionnaires se retrouvent avec des stocks d'anciennes machines qui se déprécient à vue d'œil et qui doivent brader à perte. Parallèlement, les premiers exemplaires de la nouvelle gamme, inévitablement sujets aux défauts de jeunesse, exigent des interventions coûteuses du service après-vente. Dans une économie en pleine euphorie, une entreprise encaisse ses coûts transitoires. Dans un marché paralysé, c'est une hémorragie fatale. Le piège de la dette, ce poison silencieux que la famille fondatrice avait préféré à l'ouverture de son capital, se referme alors avec la violence d'une mâchoire d'acier. Pour juguler l'inflation galopante déclenchée par la crise pétrolière, les banques centrales font exploser les taux d'intérêt. L'argent, qui coulait à flot et à bas prix pendant l'expansion, devient soudainement rare et exorbitant. Le constructeur français, lesté par les investissements colossaux de ces nouvelles usines, se retrouve pris à la gorge. Il lui faut désormais emprunter à des taux usuraires simplement pour rembourser les intérêts de ses crédits précédents. C'est la spirale infernale. Le colosse de fer, qui ne redoutait ni la roche la plus dure, ni la boue la plus épaisse, découvre avec effroi sa propre vulnérabilité. Ses dirigeants, ses ingénieurs, ces milliers d'ouvriers savaient tout de la mécanique des fluides, de la résistance des matériaux et de la force cinétique. Ils maîtrisaient la matière physique comme personne au monde. Mais ils réalisent, impuissants, qu'ils sont désarmés face à un ennemi invisible et abstrait. La finance immatérielle, la mécanique froide des taux d'intérêt et les décisions géopolitiques prises à des milliers de kilomètres sont en train de les asphyxier. Le géant ne saigne pas de l'huile, il saigne des liquidités. Et les prédateurs, tapis dans l'ombre, sentent déjà l'odeur de la curée. L'année 1976 s'ouvre sur un constat implacable, l'entreprise étouffe. L'argent manque cruellement pour honorer les échéances bancaires. Pierre Bataille, le stratège acculé, entame une quête désespérée pour trouver des capitaux. Il frappe logiquement aux portes des grandes banques parisiennes et des institutions nationales. Mais le marché financier français de l'époque se révèle d'une frilosité mortelle. Personne, dans l'Hexagone, ne veut ou ne peut injecter les centaines de millions de francs nécessaires pour sauver le champion national. La survie exige de regarder au-delà des frontières, de l'autre côté de l'Atlantique, là où les réserves financières semblent inépuisables. C'est ainsi qu'entre en scène le conglomérat américain Tenco, propriétaire de la marque de travaux publics CAS. Basé au Texas, ce mastodonte pèse des milliards de dollars et cherche précisément à étendre son emprise en Europe. Tenneco met sur la table une offre publique d'achat amical pour la totalité des actions de l'entreprise française. Le prix proposé est inespéré, près du triple de la cotation en bourse. Pour les actionnaires, c'est une porte de sortie dorée. Pour les usines Picard, c'est la promesse d'une production maintenue grâce à l'argent américain. L'accord est prêt à être signé.
La logique industrielle et financière dicte de céder. Mais c'est à cet instant précis que le drame bascule dans l'arène politique. Le coup de grâce, celui qui va sceller à terme le destin de l'Empire, ne vient pas des usines de la concurrence dans l'Illinois ou au Japon. Il vient directement du bureau du Premier ministre français, à Paris. Raymond Barre, héros de la souveraineté économique, convoque Pierre Bataille. Face au patron Picard, le chef du gouvernement oppose un veto sec d'un orgueil souverain et définitif. Sa sentence tient en quelques mots, tombée comme un coup près. L'entreprise ne sera pas américaine. La France refuse de voir son joyau industriel arborer la bannière étoilée. Ce refus aurait pu être magnifique s'il avait été accompagné d'un acte de bravoure économique. Mais le drame de cette décision réside dans son vide absolu. L'État français interdit la vente, mais ne propose pas un seul centime d'aide publique. Aucun plan de sauvetage national, aucune garantie financière, aucun consortium de substitution n'est mis en place. Entre ce veto d'apparat et les caisses désespérément vides de l'entreprise, il n'y a plus qu'un précipice. L'échéance bancaire approche et le dépôt de bilan guette inexorablement. Pris en étau entre la faillite imminente et la fierté d'État, un compromis d'une naïveté confondante est finalement arraché au printemps 1977. Le gouvernement autorise Tenneco et Caz à prendre seulement 40% du capital. Paris crie victoire. La majorité de l'entreprise reste juridiquement française. La face se sauve. Mais dans l'ombre des contrats, la réalité est infiniment plus sombre. Pour sceller cet accord, l'entreprise Picard a dû faire une concession mortelle. Elle a cédé au groupe américain la quasi-totalité de ses filiales de distribution à l'étranger. L'illusion est parfaite, mais le poison est inoculé. En gardant les usines tout en vendant son réseau commercial mondial, le constructeur français vient de s'amputer de son système nerveux. Désormais, ce sont les Américains qui contrôlent l'accès direct aux clients sur les 5 continents. Ce sont eux qui décident, dans leurs brochures et sur le terrain, quelles machines seront mises en avant et lesquelles seront discrètement ignorées. Le loup n'est plus seulement dans la bergerie. Le gouvernement français vient, sans le comprendre, de lui en remettre les clés. Pendant 4 années, une illusion cruelle s'installe. Le compromis imposé par l'État donne l'apparence d'un équilibre miraculeux. Les Américains possèdent 40% du capital, mais la famille fondatrice préside toujours. Les dettes ont été restructurées, l'hémorragie semble endiguée et le chiffre d'affaires repart même timidement à la hausse. On veut croire que le cauchemar est derrière soi. Ce soulagement trompeur atteint son paroxysme un dimanche de septembre 1980 pour célébrer le cinquantenaire de l'entreprise. Ce jour-là, 30 000 personnes envahissent les usines ouvertes aux familles. C'est une marée humaine inouïe. Les enfants courent entre les immenses chenilles d'acier, les épouses découvrent les ateliers où leurs maris s'épuisent. On rit, on boit, on mange des frites dans des cornets en papier. L'apothéose de cette journée est un spectacle de virtuosité pure. Un concours de conduite où de vieux briscards utilisent des pelles de plusieurs tonnes pour déboucher des bouteilles de champagne ou jouer aux quilles avec une délicatesse invraisemblable. La fierté est à son comble. Le nom rayonne encore. Pourtant, personne ne sait qu'ils sont en train de danser sur un volcan. C'est la dernière grande fête, le chant du cygne d'une communauté qui célèbre un monde déjà mort. Car l'embellie n'était qu'un sursis. En 1982, l'économie mondiale s'effondre à nouveau, emportant avec elle le secteur de la construction. Les commandes s'évaporent, les stocks de pelles invendus gonflent démesurément et rouillent sous les averses picardes. En l'espace de 2 ans, l'entreprise perd beaucoup plus d'argent qu'elle n'en a gagné pendant ces 4 années de répit. Il faut, une fois de plus, renflouer les caisses en urgence. Et cette fois, le passager clandestin décide de s'emparer du volant. Tenneco injecte les capitaux vitaux, mais le prix à payer est définitif. Le groupe texan exige de devenir l'actionnaire majoritaire absolu. La part de la famille fondatrice, diluée de manière inexorable par le poids des dettes, fond à moins de 6%. La dépossession devient alors physique. Un cadre venu de Houston, David Bigelow, est imposé à la tête du directoire. Pierre Bataille, le propre fils du créateur de l'hydropelle, est légué à la présidence d'un conseil de surveillance vidé de sa substance et de son pouvoir décisionnel. Il est condamné à assister, chaque jour, au dépeçage méthodique de son propre héritage. Mourir à petit feu dans une entreprise qui porte encore votre nom est une torture d'une violence psychologique absolue. Les premiers coups de hache du nouveau maître ne tardent pas. L'état-major américain, guidé exclusivement par la froideur mathématique du rendement, ordonne la fermeture immédiate de l'usine de Tournai, en Belgique. Ce site ultramoderne, inauguré à peine 11 ans plus tôt dans l'enthousiasme général, est liquidé d'un simple trait de stylo. Les ouvriers belges, licenciés du jour au lendemain, accusent le choc avec une stupeur indicible. Dans les ateliers français, l'onde de terreur se propage.
Les journées de chômage technique se multiplient et le silence angoissant des machines à l'arrêt remplace l'ancien vacarme victorieux. En regardant l'usine se fermer ses portes de façon si brutale, les ouvriers picards comprennent l'effroyable vérité. Le cœur de leur entreprise a cessé de battre dans la terre de France. Le véritable centre de décision a traversé l'océan Atlantique. Désormais, leur destin, leurs emplois et la survie de leur foyer ne dépendent plus d'un patron qui connaît leur prénom, mais des lignes impersonnelles d'un tableur financier scruté à des milliers de kilomètres de là. Il y a des morts qui ne font aucun bruit, pas de communiqué de presse officiel, pas de cérémonie solennelle, pas même une photographie pour la postérité. La destruction d'une âme industrielle ne requiert pas toujours l'usage d'explosifs ou la démolition de murs de briques. Parfois, le crime s'accomplit avec la plus cruelle des banalités, un simple pot de peinture. En 1988, sur la grande chaîne d'assemblage de Crépy-en-Valois, une excavatrice s'avance lentement vers l'aire d'essai. C'est la toute dernière machine à revêtir l'emblématique Rouge 3123. Lorsqu'elle franchit les lourdes portes de l'atelier, c'est une époque entière qui s'éteint. Les machines suivantes, celles qui s'alignent déjà sur la ligne de production, affichent une teinte radicalement différente. Un jaune éclatant, étranger, presque agressif. C'est le jaune de la marque américaine Case. Dans un premier temps, pour ménager les susceptibilités locales et adoucir le coup de grâce, on accole les deux patronymes sur les flancs de métal. Un compromis éphémère qui ressemble à ces mariages de raison où le prédateur a déjà prévu de dévorer sa proie. Puis, très vite, le nom français disparaît totalement, balayé comme une vulgaire poussière sur un capot. Pour les ouvriers picards qui ont passé leur vie à façonner ces géants de fer, le choc est viscéral. Ils continuent de pointer le matin, de souder les immenses châssis et d'assembler les vérins hydrauliques avec la même précision chirurgicale. Mais le cœur n'y est plus. Leurs mains calleuses fabriquent désormais des engins qui ne leur appartiennent plus, des intrus de métal commandés depuis un gratte-ciel texan. Voir la peinture jaune recouvrir l'acier de leur propre région, c'est comme assister, impuissant, à la pose d'un linceul sur le corps d'un proche. Dans le vacarme habituel de l'usine, un deuil silencieux et d'une tristesse insondable s'installe. Ce rouge écarlate, c'était la fierté indicible d'exister aux yeux du monde. Ce jaune imposé, c'est la preuve quotidienne, aveuglante, de leur dépossession. Mais le désespoir finit toujours par se muer en colère. Lorsque le couperet de la restructuration tombe sur l'usine historique de Vierzon, la résignation se transforme en une rage absolue. Fort d'une tradition syndicale indomptable, les hommes refusent de se laisser rayer de la carte sans combattre. Ils se mettent en grève, occupent les locaux nuit et jour, barricadent les portes et descendent hurler leur détresse dans les rues de la ville. C'est le cri d'agonie d'une classe ouvrière qu'on arrache à sa terre sous couvert de reclassements impossibles à des centaines de kilomètres de là. Mais face à la froideur mathématique des décideurs de Houston, la sueur, les larmes et les cris ne pèsent d'aucun poids. L'usine ferme définitivement ses portes, condamnant des familles entières au déracinement ou au silence du chômage. La méthode de la multinationale se révèle d'une efficacité clinique presque chirurgicale. Rachat progressif, absorption technique, puis effacement absolu de l'identité. Le nom même du fondateur, né d'une flaque de boue picarde, est devenu un nom commun jusqu'aux confins des déserts saoudiens et méthodiquement purgé du vocabulaire industriel. Les catalogues mondiaux sont réimprimés à grands frais, les références des dizaines de milliers de pièces détachées sont modifiées, les enseignes lumineuses sont démontées. En quelques années à peine, tout ce qui rappelait la splendeur passée est minutieusement effacé de la surface de la Terre. L'effacement est total, administratif et irrévocable. On peut rayer un nom d'un bilan comptable d'un simple trait de plume, mais on ne peut pas effacer la mémoire de la chair et du fer. Aujourd'hui, si vous marchez dans les rues du Plessis-Belleville, les fantômes de cet âge d'or vous observent en silence. Le centre d'affaires qui abrite désormais des start-ups et des consultants n'est que la coquille vide d'un rêve fracassé. L'immense usine de Crépy-en-Valois a fini par fermer ses portes au début des années 2000. Ses machines-outils vendues à la ferraille, ses ouvriers dispersés aux quatre vents. Fin de l'histoire? Pas tout à fait. Car dans les cendres de cet empire, quelques braises ont farouchement refusé de s'éteindre. Le salut n'est pas venu d'un miracle, mais d'un coup de poker désespéré, joué en 1985. À l'époque, les nouveaux maîtres américains, jugeant la technologie obsolète sur la foi d'un rapport de consultants, avaient décidé d'exécuter froidement la division hydraulique de l'entreprise. C'était la branche de Verberie, celle-là même qui fabriquait le légendaire moteur inventé par Claude Bataille. Face à cet arrêt de mort, Pierre Bataille a pris la décision la plus folle de sa vie. Il a démissionné du conseil d'administration, a engagé sa fortune personnelle, a mobilisé de rares soutiens et a racheté cette division pour l'arracher des griffes de la multinationale. Il a sacrifié son trône pour sauver le cœur technique de son père.
Ce pari insensé a accouché d'une résurrection spectaculaire. Délivrée du poids mort du géant malade, la petite division a affronté seule les tempêtes de la mondialisation. Elle a innové, conquis de nouveaux marchés, pour finalement s'imposer comme le leader mondial incontesté des moteurs hydrauliques à piston radio. Et puis, la revanche suprême est arrivée. En 2012, le fils de Pierre Bataille, ayant repris le flambeau, a racheté aux Américains les droits du nom familial. La boucle était bouclée. Aujourd'hui, un groupe industriel de pointe, riche de plus de 2000 employés, porte à nouveau fièrement ce nom Picard à travers le monde. Le moteur tourne encore, narguant ceux qui l'avaient condamné. Pendant ce temps, la véritable âme des pelles rouges, celle de la tôle et de la sueur, a été sauvée par ceux qui l'avaient forgée. Regroupés en associations, des centaines d'anciens ouvriers, des retraités aux mains usées par une vie de labeur, ont refusé l'oubli. Avec une abnégation qui force le respect, ils ont arraché des centaines de milliers d'archives aux broyeuses industrielles. Mieux encore, ils traquent les épaves rouillées abandonnées dans les casses, les désossent, les nettoient, les réparent pièce par pièce. Avec une patience infinie, ils appliquent la peinture sacrée, ce fameux rouge 3123, pour redonner vie à ces mastodontes d'acier. Lorsqu'ils font rugir à nouveau le vieux moteur et que le godet claque sur la terre, ce n'est pas de la nostalgie, c'est un acte de résistance pure. C'est la preuve que le travail des hommes possède une noblesse que la finance ne pourra jamais effacer. L'histoire de ce géant rouge abattu est la nôtre. Elle raconte le génie de nos campagnes, la noblesse du travail manuel et la fragilité redoutable de nos empires face à l'argent roi. Si cette épopée industrielle vous a touché, si le courage de ces ouvriers et la résilience de cette famille résonnent en vous, ne laissez pas leur mémoire s'éteindre une seconde fois. Aimez cette vidéo pour honorer leur héritage. Abonnez-vous à la chaîne pour que nous puissions continuer à exhumer ces histoires grandioses. Et surtout, partagez ce récit autour de vous. C'est ensemble que nous ferons en sorte que la légende du géant rouge ne meure jamais.